je le compare à quand on apprend à conduire et qu'on met les mains à 10h10 et qu'il faut absolument avoir les mains à 10h10, sinon on rate le permis. Ça va être une parenthèse dans votre vie où en fait les vacances, les week-ends, les soirées, tout ça en fait il y a beaucoup de travail. Tu investis sur toi-même et ça c'est le plus bel investissement que tu puisses faire en fait. J'arrivais pas à franchir le cap de prendre la décision de me reconvertir parce que j'avais fait des tableaux dans tous les sens, arguments pour, arguments contre. Et je pense qu'à un moment, si l'idée revient régulièrement, vous abandonnez l'idée parce que trop d'inconvénients et elle revient, il faut franchir le cap. Je regrette absolument pas. On est en plongée, hein. C'est comme moi, si on doit comparer par rapport au sport, c'est un marathon. Hein. Finalement, quand on les vit sur le coup, on trouve des solutions. Je trouve que globalement, on finit par trouver des solutions qui permettent d'aller jusqu'au bout. Moi, ça a toujours été mon leitmotiv, c'est j'ai toujours voulu être kiné, je serai kiné et je suis kiné maintenant. Bonjour et bienvenue sur Kinédi. Je dédie cet épisode à tous ceux qui aimeraient changer de métier, à tous ceux qui veulent se lancer dans les études de kiné mais qui n'osent pas, et aussi à tous ceux qui l'ont fait et qui ont réussi. J'ai reçu beaucoup de messages de personnes déjà en activité et souhaitant se lancer dans les études de kiné. Cela m'a donné envie de répondre à leurs questions et par la même occasion d'interroger mes amis d'école de kiné, Clémence, Gaïa, Lise et Claire, avec qui j'ai le plaisir d'échanger sur notre reconversion. Clémence, avec qui j'ai fait le premier épisode de ce podcast, était ingénieure et prof de yoga avant de se lancer dans les études. Claire était ingénieure et prof de maths, Lise, orthoptiste, et Gaïa, quant à elle, était déjà kiné en Tunisie, mais elle a dû refaire tout le parcours kiné en France pour pouvoir travailler. Avec les filles, on va vous parler du mode passerelle et de la voie extra-communautaire pour intégrer le cursus dès la première année. Avec beaucoup de transparence et d'émotion, ces 4 super nanas avec qui j'ai tissé des liens très forts vont vous parler de leurs plus gros défis pendant les études, comment elles ont vécu ces 4 ans et les conseils qu'on peut donner à toute personne souhaitant se lancer dans cette aventure particulière. Après cet épisode, j'espère que ceux qui hésitent encore à se lancer auront trouvé des réponses à leurs questions et que ça leur donnera envie de se réinventer encore une fois. Gaïa, est-ce que tu veux bien te présenter, nous parler de ton parcours en quelques mots ? Bonjour, donc je m'appelle Gaïa Bakouche, je suis masseur kinésithérapeute depuis 2021 et à la base j'ai fait 3 ans d'études en Tunisie, donc j'ai un diplôme, une licence appliquée en physiothérapie qui n'est pas reconnue en France et j'ai dû refaire tout mon parcours scolaire en France pour avoir le diplôme d'État. Actuellement, je suis kiné dans un cabinet libéral dans le 20e, spécialisé en pelvipérinéologie, dans la rééducation périnéale, et instructrice en pilates, puisque je propose des cours de pilates périnée, toujours dans le 20e. Merci Gaïa. Claire ? Donc Claire, avant d'être kiné, j'étais ingénieure. Et aujourd'hui, j'ai 2 activités libérales. La première en cabinet, où je suis également spécialisée en pelvipérinéologie. Et la seconde, où je me déplace au domicile des patients. Moi, je m'appelle Lise Genesley, j'ai été diplômée comme les filles en 2021. Avant, j'étais orthoptiste de profession et j'avais aussi un master, je l'ai toujours, un master recherche en santé. Et actuellement, donc, je travaille en cabinet libéral sur Paris, et puis donc en tant que kiné, et puis je travaille aussi en parallèle en tant qu'orthoptiste. Bonjour, je m'appelle Clémence Rebuzy. Avant ma reconversion, j'étais professeure de yoga et ingénieure. Puis aujourd'hui, je suis professeure de yoga et kinésithérapeute. Je fais moitié de mon temps dans mon activité en cabinet libéral, surtout orientée sur le sport, et l'autre moitié consacrée au yoga, où j'enseigne le yoga et aussi j'interviens dans des formations pour professeurs de yoga. Merci les filles pour ces présentations. Alors, je vais commencer par vous poser une question cash. Kiné, est-ce que c'est ce à quoi vous vous attendiez avant de reprendre les études ou pas ? Est-ce que c'est à la hauteur de vos espérances ? Est-ce que vous êtes contente de cette reconversion ?
Alors, je dirais oui, dans le sens où, pour ma part, j'avais fait des stages avant de me lancer dans la reconversion. Donc, j'avais plutôt une bonne idée de ce qu'était le quotidien d'un kiné en libéral. Par contre, j'avais totalement sous-estimé la fatigue physique, mentale et émotionnelle du fait d'accompagner des patients dans leur rééducation. Et je pense que ça, c'est difficile à ressentir quand on est dans un stage d'observation. Donc je dirais que c'était la plus grande surprise, mais sinon aucun regret. Alors moi j'ai aucun regret non plus, c'est le métier que je voulais faire depuis que j'étais jeune. Mon parcours en a décidé autrement, mais à l'heure actuelle j'ai aucun regret, surtout par les formations qu'on peut entreprendre après le diplôme et qui nous permettent vraiment d'explorer tout ce vers lequel on veut se spécialiser. Il y a une multitude de formations où on peut s'épanouir. C'est vraiment un super métier. Également, moi, puisque j'ai refait les mêmes études, je regrette absolument pas de refaire le même parcours, même si c'est un peu dans une version plus longue. Et je me trouve très épanouie aujourd'hui dans mon activité. Et j'encouragerai en fait tous ceux qui ont des doutes sur la beauté de ce métier. C'est un très beau métier. Moi, pour ce qui est de la part humaine que je recherchais dans mon métier, je suis comblée pour les échanges avec les autres que ça permet. Et puis pour mon quotidien aussi, qui est plus du tout assise à un bureau où je suis vraiment dans l'action. Ça, c'est très épanouissant. Je dirais que par contre, pour ce qui est des aspects peut-être un peu plus négatifs du métier, c'est que j'ai parfois le sentiment de manquer d'outils, on travaille avec des choses dont on n'a pas la certitude de l'effet. Et donc ça, je trouve ça difficile à gérer. Et le fait puis de s'y retrouver aussi sur l'offre de formation pour acquérir des outils utiles. Je trouve ça très difficile de faire la part des choses, de ce qui va vraiment fonctionner, de ce avec quoi on est en accord. On est très influencé en ce moment par le BP et je trouve que c'est très difficile de s'y retrouver sur tous ces aspects-là. Oui, je te rejoins Claire. C'est vrai qu'il y a beaucoup de formations et parfois on a envie de toutes les faire et on ne sait pas trop laquelle choisir souvent. Et c'est souvent selon qui on rencontre, l'article qu'on lit, et même un cas particulier d'une pathologie qui nous pousse à faire une formation pour aller plus loin, oui. C'est aussi un métier, je trouve, qui nous offre beaucoup de liberté. Alors bien sûr, elle a un coût, cette liberté, mais en tout cas, quand on est en libéral, ça nous permet, on a une liberté déjà dans les spécialisations qu'on a. On voit aujourd'hui, rien qu'autour de cette table, on a fait les mêmes études et pourtant on a un quotidien qui ressemble à chacune selon ses affinités. Il y a la liberté aussi des horaires, si on a envie de beaucoup travailler, un peu moins. Évidemment, ça vient avec la rémunération, qui est pour le coup une petite difficulté, je dirais, de ce métier-là. Mais je trouve que pour avoir travaillé en entreprise, j'avais pas cette liberté-là. Il y a l'aspect humain dont Claire parlait, évidemment, qui est très très important. Mais c'est vrai que cette liberté qu'on a dans les outils qu'on utilise, dans les gens qu'on rencontre, dans les spécialisations, dans notre quotidien, c'est un aspect que personnellement j'apprécie énormément dans ce métier. Oui. Alors venons-en un petit peu aux études. C'est 4 ans. Moi, je voulais vous poser une question, les filles. Comment vous les avez vécues, ces 4 ans? Et surtout, c'était quoi votre plus gros défi? L'obstacle le plus important à vos yeux, avec un peu de recul maintenant, puisque ça fait déjà plus de 2 ans qu'on est diplômés. Vas-y, Claire. Alors déjà, il y a l'aspect financier, c'est-à-dire que moi, j'imaginais, quand j'ai démarré les études, pouvoir avoir un petit boulot d'appoint pour avoir des ressources financières en parallèle des études, chose que j'ai pas du tout pu mettre en place parce que très vite, je me suis rendu compte de la charge de travail. Alors je sais que certains étudiants dans notre promotion arrivaient à concilier ça, mais faut avoir en tête que du coup c'est sacrifier aussi des moments d'activité personnelle à soi. Donc c'est quand même assez intense comme étude. Donc je dirais que ça c'est
c'est l'une des difficultés. Et puis se remettre à travailler le week-end, chose qu'on n'a pas forcément à faire dans des métiers plus d'entreprise. Donc vraiment travailler le soir, le week-end, s'astreindre à réviser, travailler les cours. Donc ça, c'était une difficulté. Pour ma part, la grosse difficulté, moi qui a eu déjà le diplôme avant, c'est de retrouver une place parce que c'était dur pour moi. Je savais pas si j'étais étudiante ou professionnelle qui retourne pour faire les mêmes études et je retrouvais pas forcément ma place et j'étais très dans l'hésitation. Est-ce que je prends des initiatives? Est-ce que non, c'est mal vu? Est-ce que... Voilà, sachant que l'école où on a suivi notre parcours, ils étaient très scolaires et en fait, comme j'avais un certain âge, quand j'ai repris mes études, c'était un peu dur pour moi en fait de retourner sur les bancs et de resuivre en fait une école. Et voilà, pour ma part, c'était ça. Je rejoins Gaïa sur l'aspect scolaire. Moi, ma plus grosse difficulté dans cette reconversion, ça a été d'accepter de retourner dans un cadre scolaire. Je le compare à quand on apprend à conduire et qu'on met les mains à 10h10 et qu'il faut absolument avoir les mains à 10h10, sinon on rate le permis. Je me souviens que j'ai passé la première année à ressentir beaucoup de colère parce que je ne comprenais pas qu'on nous considère effectivement comme... qu'on nous considère pas forcément d'égal à égal entre une relation entre professeurs et étudiants pour nous mener vers un projet. Quand on est en reconversion en plus, comme le disait Gaïa, on est plus âgé, on y va avec un projet spécifique. Mais non, il faut retourner avec les enjeux de l'école, ce qu'on nous demande et ne pas sortir de cette ligne de conduite. Finalement, quand on accepte qu'il va falloir avoir les mains à 10h10, ça se passe beaucoup mieux. Mais c'est vrai que moi j'ai eu vraiment du mal avec ça, surtout que j'arrivais avec un projet particulier qui était en lien avec le yoga. Donc pas du tout dans les attentes de l'école. Et puis bon, finalement j'ai réussi à m'en sortir et à même faire mon mémoire sur le yoga, mais j'ai dû un peu batailler avec moi-même et avec l'école pour ça. Oui, alors moi je vais partager les avis de mes amis. Effectivement, il y a le côté financier qui n'était pas simple. Pour ma part, j'ai dû faire un emprunt pour pouvoir suivre cette formation qui durait 4 ans. Et puis moi, les étés, je travaillais en tant qu'orthoptiste. Je ne pouvais pas me permettre de passer 2 mois de vacances. Même c'était pas 2 mois d'ailleurs, c'était 1 mois et demi. C'était pas possible, donc je travaillais. Du coup, c'est 4 années où on est aussi un peu sous l'eau. On est en plongée, hein. C'est comme moi, si on doit comparer par rapport au sport, c'est un marathon, hein. On continue et il faut progresser et on doit évoluer. C'est un travail de longue haleine, mais encore une fois, on est toutes d'accord, vu qu'on vous l'a dit juste avant, c'est qu'on n'a aucun regret de l'avoir fait. Et je pense que notre force a été qu'on se retrouve aussi. On est un groupe qui s'est soudé rapidement. Et aussi le fait d'être dans une promotion où on a été vraiment très bien accueillis. Comme ce que Clémence disait, on a quand même une différence d'âge. On avait entre 5 et 10 ans de plus par rapport à la moyenne de la promotion. Et la promotion a été vraiment bienveillante envers nous. Et je pense que ça nous a vraiment beaucoup aidé à suivre cette formation, à tenir et à avoir ce discours-là aujourd'hui à ce moment-là. Oui, je suis d'accord avec vous. Là, il n'y a pas d'hésitation. Et moi, je rejoins aussi ce que tu as dit tout à l'heure, Clémence, sur la colère un petit peu au tout début. Cette frustration de se retrouver dans un système très scolaire, dans un moule. Moi qui suis déjà pas très scolaire, c'était pas facile. Et surtout, ce qui a été plus dur pour moi, c'était le bachotage en fait. Apprendre à apprendre tout le temps, sans vraiment essayer de comprendre les choses. Des choses très très détaillées, surtout du point de vue médical. Et donc voilà, aller dans le détail et essayer de formater ton cerveau pour mémoriser le plus de choses possible. Et ça, je sais que toi, Claire, pour toi, c'était un peu plus facile parce que tu avais fait la PACES avant, la première année de médecine. Donc, tu avais déjà des bases et puis c'est aussi grâce à toi qu'on a compris beaucoup de choses parce que tu nous expliquais les choses que tu avais déjà vues.
Et Gaïa aussi, par ton expérience de kiné en Tunisie, tu nous as beaucoup aidé, surtout dans la pratique, à comprendre des choses, à mobiliser. Sans ça, grâce à vous deux, en tout cas pour ma part, ça m'a beaucoup aidé à avancer. Donc j'en reviens aussi au soutien, de trouver un groupe de soutien dans l'école, dans la promo, pour réviser ensemble, pour pratiquer ensemble, pour se motiver ensemble. Ça, c'est vraiment super important. Ouais, tu voulais dire quelque chose, Claire ? Oui, je voulais rajouter une petite chose pour un peu contrebalancer ce que vous venez de dire, mais que je comprends complètement et j'ai aussi parfois eu ce sentiment. Mais c'était également un plaisir pour moi de me replonger dans des études, d'être sur le banc de l'école et d'apprendre. Parce que dans l'entreprise, on gère beaucoup de choses, beaucoup de problèmes qui nous arrivent en direct et on a rarement le temps où on ne prend pas le temps de se poser et de réfléchir sur les choses. Et bon, c'est vrai qu'il y avait un aspect où on devait ingurgiter une quantité d'informations et de connaissances, mais il y avait aussi cette position de retourner sur le banc de l'école et d'avoir ce temps pour apprendre des choses, pour l'anatomie. Ça a été une découverte aussi. Je trouve qu'on ne connaît pas assez son corps finalement quand on n'est pas dans le métier. On ne connaît rien de son corps et c'est vraiment fabuleux. C'est un univers assez extraordinaire. Donc, c'est aussi du positif. Oui. En gros, moi j'ai envie de dire d'essayer de retrouver du plaisir dans ce que vous faites, de donner du sens à ce que vous faites, dans tout en fait, l'apprentissage, l'anatomie, la biomécanique. Essayez toujours en fait de donner du sens à ce que vous apprenez. Et ça vous aide vraiment à mémoriser et en fait à comprendre et à faire surtout des liens entre les différents cours. Voilà. Et il y a aussi savoir qu'est-ce qui t'aide personnellement à mémoriser, à apprendre des choses. Il y en a qui sont plutôt visuels, il y en a qui sont plutôt par l'ouïe, il y en a qui sont plutôt par la pratique, ou il y en a qui faisaient de la pâte à modeler en anatomie pour dessiner les muscles, il y en a qui dessinaient, qui coloriaient. Donc vraiment, c'est apprendre aussi sa façon d'apprendre, de mémoriser. Oui, Lise ? Oui, puis finalement, c'est l'interaction avec les autres qui va beaucoup aider. Il ne faut vraiment pas rester tout seul dans une formation. Ce qui est important, c'est de partager tout, que ce soit les bons moments, les mauvais moments. En fait, ça sera que du bénéfice. Et ça aidera beaucoup à avancer dans cette formation qui est pas évidente, prenante, mais belle aussi. C'est un super voyage. J'insiste sur le côté à ce que la formation elle est très prenante. Donc les mamans ou les futures mamans pendant le parcours, n'y attendez pas à ce que vous allez avoir un équilibre parfait. Et ça, il faut l'accepter, que ça va être une parenthèse dans votre vie où en fait les vacances, les week-ends, les soirées, tout ça, en fait, il y a beaucoup de travail. Et donc, il faut être assez motivé pour y arriver à aboutir son projet. Et donc, la vie familiale, on fait ce qu'on peut, mais sachez aussi que les compagnons, les conjoints, en fait, ils sont impliqués dans ça. Et il faut le garder dans un coin de la tête parce qu'eux aussi, ils suivent le même marathon que vous. Parce que tout ça, c'est des sacrifices pour la famille. Voilà. Oui, il faut le soutien de l'entourage, ça c'est vraiment super important. Oui, je te rejoins, Gaïa. Oui. Et d'ailleurs, je remercie infiniment mon mari pour le soutien pendant mes études. Je t'aime, chérie. Vas-y, Clémence. Alors c'est vrai, totalement, c'est un projet si vous êtes en couple c'est un projet qui se construit à deux dès le début, dès le moment de choisir est-ce qu'il y aura reconversion ou pas, parce que c'est du coup un soutien financier, clairement. Sans mon mari, j'aurais vécu sous les ponts. Et en plus, moi, j'ai conservé mon activité de professeur de yoga. Je donnais des cours et des retraites. Et donc, ça aussi, c'était encore plus... J'avais ce côté prenant. Donc, vraiment, je pense que c'est le grand oublié de cette reconversion. Mon mari, on n'a pas passé beaucoup de temps ensemble. Et en plus, on a décidé de se marier en même temps de la reconversion. Donc, c'était compliqué aussi d'organiser tout ça. Mais ça se fait.
Et que ce soit la famille aussi, vos amis, vous allez les voir moins. C'est important de les tenir au courant, de dire que ça c'est votre projet de vie. Ça va être difficile, mais vous avez besoin de leur soutien et que même si vous n'aurez plus beaucoup de temps pendant cette reconversion à leur accorder, ce n'est qu'un temps, c'est une parenthèse comme disait Gaïa, et après vous serez beaucoup plus épanoui et vous pourrez du coup rattraper un peu ce temps de la reconversion. Mais clairement sans le soutien, sans votre soutien les filles, sans le soutien de ma famille, de mon conjoint, j'aurais jamais pu y arriver. Je voudrais aussi rajouter que en dehors de la formation, la vie elle continue et que les projets personnels, eux, sont des fois mis de côté alors que notre environnement personnel, familial, amical, etc., eux font avancer leurs projets personnels. Donc des fois, il y a un petit décalage aussi qui peut s'installer entre nous et notre vie personnelle et en formation et la vie de nos amis d'avant la formation. Donc c'est aussi à nous de se poser les bonnes questions pendant la formation. Est-ce qu'on a encore l'énergie de se projeter dans des choses parallèles pour notre vie personnelle ou pas, et d'avancer comme on peut finalement. Oui, c'est vrai qu'on s'est dit que ce projet, il n'était pas suffisamment compliqué pour nous, je crois. Donc, il y a Gabi qui a eu une petite fille avant de se lancer dans le projet. Donc, c'est vrai que ça peut aussi être un frein, des difficultés au départ, parce que le lancement de la reconversion, c'est pas évident. Et puis, Gaïa et moi, on a eu des enfants on a eu un enfant pendant la reconversion, pendant les études. Mais ça rejoint un peu ce que je disais par rapport au fait de se lancer. C'est qu'à un moment, finalement, tout est encore une fois possible, tout se fait, donc il ne faut pas perdre confiance là-dessus. Et puis, je dois quand même ajouter que ça a été possible dans mon cas, et dans ton cas aussi, Gaïa, parce que on a été encore une fois bien entourés. L'école n'a pas toujours été bienveillante avec nous, mais je dois admettre que sur ce point-là, ils m'ont permis d'anticiper un stage pour que lorsque j'approchais de l'accouchement, je puisse avoir un temps de pause dans les études. Et puis, avec la motivation, tout est possible. Donc, on se remet vite dans voilà, motivation et organisation, ouais. Tout à fait. Oui, surtout organisation. Car c'est pas simple le postpartum avec un bébé, avec des révisions, avec un mémoire de fin d'études. Donc beaucoup d'organisation, beaucoup d'émotions. Il n'y a que le soutien et l'entourage en fait qui pourrait un petit peu nous aider à traverser cette grosse épreuve. Et finalement, moi, je regrette pas de l'avoir fait pendant mon parcours, hein, parce que finalement aussi, commencer sa vie professionnelle, surtout dans le secteur libéral, et se projeter avec une grossesse et un accouchement, donc un congé maternité, c'est pas forcément très simple à mettre en place. Mais voilà, c'est difficile, mais on l'a fait. Oui, donc c'est pas impossible. Non. Donc voilà, c'est ça qui est rassurant aussi, et qu'il faut pas tout mettre entre parenthèses. Oui, alors pour ma part, c'est vrai aussi qu'il y a eu des moments pas faciles. Il y a eu surtout des moments où j'ai beaucoup culpabilisé, et j'avais l'impression de tout le temps culpabiliser. Quand j'étais en train de réviser les partiels, je culpabilisais parce que je passais pas assez de temps avec ma fille. Son papa s'occupait d'elle le week-end. Et quand j'étais avec ma fille, je culpabilisais parce que j'étais pas en train de réviser. Donc c'est quelque chose sur lequel il faut travailler et être doux envers soi-même, et être douce envers soi-même en l'occurrence, et se dire que c'est passager et que c'est nécessaire, et que heureusement tout finit par se passer, et puis que ça va le faire. Et encore une fois, je rejoins les filles. C'est le soutien du conjoint, de la famille qui est très très important, donc de bien s'entourer au préalable. Et que finalement, cet enfant ou ce conjoint
avec lesquels on va pas être présent parce qu'on est en train de réviser, ils seront probablement bien plus épanouis avec une maman heureuse de son métier que pris dans des boulots qui ne nous plaisent pas. Pour moi, je me rappelle très bien parce que j'ai accouché une semaine avant le premier confinement. Et donc, j'avais à gérer le postpartum, les études à distance et l'allaitement. Et la totale, oui, la totale. Et je me rappelle qu'on était en cours, en distanciel, et que derrière le PC, j'étais en train d'allaiter mon fils. Voilà, pour vous dire qu'on est les femmes, on est multitâches. Donc j'étais dans mon esprit concentrée avec le cours, mais j'allaitais mon fils, en fait, il était au sein. Et mon mari, il était en télétravail, et voilà. Chose que tu n'aurais pas pu faire d'ailleurs en cours à l'école. Non, exactement. C'est pas si mal. Donc voilà, on trouve des moyens. On revient sur le fait qu'effectivement, on l'a bien vécu, nous, le confinement. Oui, et j'aimerais aussi rajouter, tu parlais que c'était important d'être heureux dans son métier, c'est vrai, et que c'était un investissement. Et moi, c'est ce que me disait mon mari, en fait. Mais vas-y, fonce. Quand j'hésitais avant de reprendre les études, il me disait fonce, fonce, fonce. Tu investis sur toi-même. Et ça, c'est le plus bel investissement que tu puisses faire, en fait. Alors, si vous aviez un conseil, ou 2 conseils, ou 3 conseils à donner on en a déjà un petit peu parlé, à ceux qui veulent se reconvertir et faire kiné, ou ceux qui commencent les études de kiné, ce serait quoi? Soyez indulgents envers vous-même parce que vous pouvez passer beaucoup de temps pour apprendre, pour beaucoup de temps de sacrifice aussi de votre famille et parfois on n'est pas assez efficace. C'est normal. Sachez aussi oser prendre des pauses. Dire que maintenant, je suis un peu saturée. Là, j'ai besoin d'une petite pause. En fait, ça ne changera pas trop les résultats. Mais l'important, c'est que vous ne perdez pas cette motivation et cette en fait, curiosité qui est en vous. Parce que ça peut en fait se transformer en... c'est-à-dire le plaisir, il peut se transformer et devenir en fait un fardeau. Donc essayez vraiment de dire aujourd'hui j'ai fait ça, je me remercie, demain je ferai mieux, et le lendemain je ferai mieux, et encore mieux, et voilà. Clémence ? Je dirais se rappeler pourquoi est-ce qu'on a entrepris la reconversion. Parce que ça va être un long voyage. Et d'avoir peut-être même affiché sur son bureau quelles étaient les intentions avec lesquelles on a fait ce choix de la reconversion. Ça va permettre de garder l'endurance sur le long terme. Parce que finalement, aujourd'hui, pendant qu'on y était, les études, ça m'a paru à des moments assez longs. Et aujourd'hui, là, c'est le plaisir d'être derrière. Et je pense que c'est important d'entretenir cette motivation pour se dire c'est qu'un temps. L'école, c'est un temps. La vie professionnelle, c'est long. Et on va prendre du plaisir au moment de la vie professionnelle, dans les moments où les études, c'est compliqué. Et bien sûr, on a parlé du soutien. Ça, vraiment, avoir du soutien... que ce soit des gens qui vivent la même chose, et surtout après ça fait des amitiés pour la vie avec lesquelles on peut partager les joies et les difficultés de la vie pro d'après. Donc voilà, vraiment se sentir entouré, mais se rappeler pourquoi est-ce que vous avez envie de le faire, pourquoi est-ce que vous l'avez fait, et c'est ça qui va vous guider à mon sens. Puis ce qu'il faut être sûr et certain, c'est que vous aurez des doutes. Vous avez votre objectif à la base, quand vous irez à votre entretien, vous saurez pourquoi vous y allez, mais durant vos 4 années, vous allez avoir des doutes. C'est sûr qu'à des moments, vous allez vous baisser les bras. C'est sûr qu'à des moments, il y aura des moments de doute énormes où vous allez vous dire je vais arrêter parce que c'est trop difficile, parce que vous aurez fait tellement de concessions et que ça demandera trop, ce sera la goutte d'eau. Mais dans ces moments-là, faites-vous confiance et repensez à pourquoi vous êtes venu faire cette formation-là. Moi, ça a toujours été mon leitmotiv, j'ai toujours voulu être kiné.
je serai kiné et je suis kiné maintenant. Et pour ça, il faut bien s'entourer parce que les personnes qui vous entoureront seront là aussi pour vous rappeler pourquoi vous avez fait cette formation-là. Toutes les difficultés que vous avez rencontrées et surmontées. Et vraiment, c'est là où il faut bien choisir les personnes avec qui on est entouré parce qu'il y a des moments aussi où vous allez vous retrouver seul. Et la solitude, elle n'est pas facile à vivre quand on est dans des difficultés. Donc, entourez-vous bien. C'est vraiment le plus gros conseil, moi, que je peux donner. Parce que vraiment, moi, c'est ce qui m'a aidée. Et puis, la confiance, elle revient quand on est bien entouré. Oui, vas-y Claire. Oui, je voulais juste rajouter qu'on a vraiment toutes vécu un moment où on s'est dit on va arrêter. Et c'est vraiment le soutien des unes et des autres et puis éventuellement de nos conjoints, familles qui ont fait qu'on a surmonté ce moment où on s'est dit on laisse tomber, on abandonne. Et je voulais juste rajouter quelque chose qui est plus de l'ordre du moment où on décide de se reconvertir. Je sais que pour moi, ça a été long, ça a été un questionnement sur plusieurs années pendant que je bossais dans mon ancien métier et que j'arrivais pas à franchir le cap de prendre la décision de me reconvertir parce que j'avais fait des tableaux dans tous les sens, arguments pour, arguments contre. Et je pense qu'à un moment, si l'idée revient régulièrement, vous abandonnez l'idée parce que trop d'inconvénients et elle revient, il faut franchir le cap et laisser de côté le tableau des inconvénients, c'est-à-dire tous les aspects financiers. Moi, ça me faisait énormément peur et c'était une barrière. Et finalement, quand on les vit sur le coup, on trouve des solutions. Je trouve que globalement, on finit par trouver des solutions qui permettent d'aller jusqu'au bout. Et c'est, comme tu le disais, Clémence, un temps. De toute façon, ce n'est qu'un temps. Et derrière, c'est une vie professionnelle épanouie. On rattrape comme on peut ce temps et on s'en sort, on y arrive. Oui, pour moi, c'est là qu'on se rend compte qu'on est très résilient aussi, l'être humain. Hein, et qu'on trouve, comme tu dis, on trouve toujours des solutions, même s'il y a des difficultés. Et il faut être bien entouré, bien entendu, parce que sinon, si on est isolé, comme tu disais, Lise, c'est plus compliqué. Mais voilà, on trouve des solutions et finalement, on arrive à avancer. Moi, je voulais aborder les concours extra-communautaires parce que c'était mon cas. Tous les gens qui passaient par des concours extra-communautaires, on sait que c'est coûteux parce que dans chaque école où on s'inscrit pour le concours, on avance une belle somme. Et quand on arrive en France, on n'a pas travaillé, tout ça. Donc l'aspect financier, je sais que ça a un coût, les concours. Moi, j'ai envie de dire que moi, ça m'a pris beaucoup de préparation, les concours, mais ça se fait. La preuve, ne regardez pas les forums, parce que c'est horrible. Vous allez voir qu'il y a un 1 sur 1000 qui réussit les concours. Faites-vous confiance. Et je rejoins toutes mes amis pour insister sur le fait d'entourez-vous bien. Moi, en fait, particulièrement, mon mari, il m'a soutenue financièrement pour les concours et pour après, pendant tout le cursus. Mais je sais qu'il y a dans certains cas où c'est pas le cas. Donc ça aussi, c'est à prendre en considération, notamment que maintenant, en fait, les extra-communautaires, ils payent leur scolarité. Moi, je pense que c'était la dernière promotion où j'ai pas payé, donc c'était une chance. Juste pour préciser, quand tu parles d'extra-communautaire, tu parles de ceux qui viennent de quel pays ? Alors, les extra-communautaires, c'est les kinés qui ont suivi leur scolarité dans un pays autre que l'Union européenne. Ça peut être des Français, des Marocains, des Maghrébins, mais en fait des Français qui ont suivi par exemple leur scolarité au Maroc ou en Tunisie. Et qui doivent passer des équivalences en France. Donc soit comme toi qui reprennent les études de la première année à la dernière année, ou alors qui commencent en deuxième ou troisième année selon l'école. Et d'ailleurs, moi, en fait, j'ai refait même la PACES parce que, comme on le sait tous, le concours extracommunautaire, il est très, très, très sélectif.
Et pendant mon année de PACES, j'ai tenté le concours et j'ai été prise. Et donc, ne vous fermez pas les portes, toquez sur toutes les portes et après vous verrez. Oui, tu parles d'extra-communautaire, on peut aussi parler des passerelles, puisque donc Lise, Clémence et moi, on a été sélectionnés par le mode passerelle, donc ça veut dire qu'il faut avoir un master, peu importe le master d'ailleurs, pour entrer. Et donc là, la sélection se fait sur dossier, lettre de motivation, CV et entretien. Justement, les filles, ma question c'est, est-ce que vous avez un conseil particulier à donner à ceux qui veulent passer par ce mode ? Je dirais que pour les personnes qui ont un parcours qui n'est pas du tout dans le domaine de la santé, ce qui était mon cas, donc moi j'étais ingénieure chargée d'études en transport public, donc vraiment rien à voir avec les études de kiné. Ayez un projet professionnel construit pour pouvoir démontrer dans votre lettre de motivation que vous savez pourquoi est-ce que vous venez là et c'est pas juste que vous avez vu de la lumière. Donc ne pas hésiter à faire des stages, ne pas hésiter, moi j'avais fait aussi des formations d'anatomie avant, d'abord pour moi, pour savoir si ça me plaisait, parce que j'avais une idée du métier, une idée des études, mais pouvoir se confronter un petit peu, de savoir si on va aimer ça, moi ça m'a beaucoup aidé de découvrir que en fait, j'avais vraiment hyper envie d'approfondir ça. Et ça a donné, je pense, des arguments à mon dossier de montrer que j'avais vraiment entrepris des choses pour pouvoir faire ce métier-là. Donc n'ayez pas peur, ne vous mettez pas de barrières si vraiment vous pensez que les personnes ne vont pas comprendre votre projet. Alors oui, moi j'ai certaines écoles qui n'ont même pas ouvert mon dossier parce que je pense qu'ils ont vu ce que je faisais avant et ils se sont dit non mais pas du tout. Est-ce que tu avais postulé à plusieurs écoles ? Oui, j'ai postulé à toutes les écoles de Paris, privées et publiques, et j'avais postulé à celle de Nantes aussi. J'avais pas fait plus parce qu'il faut savoir que quand on dépose son dossier, ça coûte de l'argent. Donc il faut aussi calculer ça dans un budget. J'avais du coup sélectionné celle où potentiellement j'étais prête à aller vivre. J'étais potentiellement prête à aller vivre à Nantes si c'était la seule école qui m'avait acceptée. J'ai eu la chance d'être prise à l'école de Saint-Maurice. C'était quand même plus facile. Mais voilà, vraiment, ne vous dites pas mon parcours n'a pas de sens, je vais pas y arriver. Non, donnez du sens. Ayez un projet professionnel et s'il y a des personnes qui voient votre implication, votre motivation, ils vont vous donner votre chance. Donc vraiment, ayez confiance en votre projet, ayez confiance en vous. Lise ? Alors moi j'étais pourtant dans le métier déjà de la santé, pour autant donner un sens avait tout lieu d'être parce qu'il faut quand même expliquer pourquoi est-ce que je voudrais changer de métier dans la santé elle-même, puisque je prenais déjà des personnes en charge, le rapport à l'humain était déjà présent, donc on parlait vraiment de la pratique et pas du métier relationnel parce que je l'avais déjà. Mais moi le projet était déjà monté depuis très longtemps, je voulais faire ça vraiment depuis longtemps. Donc j'ai eu des années pour le préparer. Finalement, ça a été assez facile de réaliser ma lettre. Et puis, il y avait la kiné, mais l'autre chose, moi, qui me tient à cœur et toujours actuellement, c'est la pluridisciplinarité. La pratique, pour moi, de la santé, elle est indispensable à être intégrée dans la pluridisciplinarité. Donc les métiers paramédicaux en font partie. Et je trouve ça essentiel, donc moi j'avais beaucoup mis ça en avant parce que c'est ce qui me tient motivée aussi dans la pratique paramédicale. Et c'est d'ailleurs pour ça que je continue de pratiquer les deux métiers. Bah écoutez, merci beaucoup les filles pour cet échange. Pour ceux que ça intéresse, donc vous pouvez me contacter, vous pouvez m'envoyer un email et puis on peut poursuivre la conversation. Et je mettrai les liens de ses amis, de leur compte Instagram, si vous voulez poursuivre la conversation avec elles. Merci beaucoup les filles. Merci. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez vous abonner sur Apple Podcast, laisser un avis et n'hésitez pas à le partager sur les réseaux sociaux. Si vous êtes kiné et que vous souhaitez participer à ce podcast pour partager votre expérience, écrivez-moi à kinégabrielle@gmail.com. Si vous souhaitez suivre notre invité sur les réseaux sociaux, vous pouvez cliquer sur les liens en bas de la page de l'épisode. Enfin, n'hésitez pas à suivre le podcast sur Instagram à kinédi_podcast.